On va prendre les séries de questions-réponses. Et avant, c'est vrai que les 4 intervenants racontent une histoire qui est différente. L'histoire des générations, mais complètement différente. D'un point de vue sociologique, c'est vrai que, en fait, moi, ma question, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu l'histoire de la génération de baby-boom. Et ce que dit Delphine, c'est qu'il y a des critères, effectivement, d'équité. Sur quels critères, sur quelle base on juge que des générations ont eu plus que d'autres. Et une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais derrière tout ça, moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est les marges de manœuvre de la jeune génération actuelle pour changer un peu la donne. La génération de baby-boom, elle a un poids démographique, elle a un poids économique, elle a encore un poids extrêmement important même en période de retraite. Et si c'est vrai, Hippolyte, comme il l'a dit, si on intègre l'aspect production domestique, ils ont encore un poids d'autant plus important que ce qu'ils perçoivent déjà en termes de transferts publics et ce qu'ils ont pu accumuler grâce à un contexte historique hyper favorable en termes de patrimoine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Quelle marge on donne à la jeune génération qui s'insère aujourd'hui sur le marché du travail et qui est sur le marché du travail? Et Hippolyte n'a pas mis les chiffres sur les générations, je ne sais plus si tu as mis 18-35. Cette génération-là, quelle marge elle a aujourd'hui pour 32, pour modifier la donne? Et c'est vrai que du coup, c'est une question que j'avais envie de poser à vous 4. Quelle marge on a aujourd'hui? Et Jean-François Sirinelli a qualifié les générations de baby-boom avec les 4 grands P. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la jeune génération actuelle? Comment on peut la qualifier avec cette perspective justement de transformation du modèle social? En tout cas, quels sont les leviers? Madame Athias Donfu, peut-être d'abord. Oui, alors c'est la génération Internet, on l'appelle la génération Y, c'est ça? C'est une génération qui fait la mutation la plus fantastique de la société, et qui est une génération qui a une mobilité, une génération mondialisée, avec une mobilité des réseaux. Donc je pense pas, je crois que la génération du baby boom et maintenant, je veux dire, elle a fait son temps maintenant. C'est vraiment cette génération. Les transformations. Il y a plein de gens qui sont nés dans cette période dans la salle. Mais en même temps, si on regarde la population, si on regarde aussi la représentativité au niveau politique et au niveau des décideurs, elle est encore omniprésente, malgré tout. Non, pas vraiment, plus vraiment au niveau des décideurs. Je crois qu'on exagère beaucoup l'importance, le maintien de l'importance de la génération du baby boom, et qu'il y a toujours, il y a un certain jeunisme dans la société, et la génération qui est la plus valorisée, c'est vraiment la génération, peut-être pas avant 30 ans, mais jusqu'à 50 ans, hein, des jeunes. Et la génération des baby boomers, elle est un petit peu dépassée par les mutations du numérique. Donc je crois qu'il faut arrêter de considérer qu'elle a toujours les positions de pouvoir dans la société. En fait, c'est de mon point de vue. Oui. Je crois qu'il y a maintenant un renouvellement des générations extrêmement importante et qui est en train de changer fondamentalement la société, la façon de voir, et qui devrait changer l'état social. Et il faut adapter. Il faut réadapter, il faut réfléchir à un état social qui corresponde davantage aux aspirations de cette nouvelle génération. Alors peut-être que je vais préciser, en fait. Moi, il me semble que, mais vous l'avez dit, hein, la période de transition, c'est maintenant, sur la période qui court, là, sur les 5-10 ans. Et c'est vrai que sur les 5-10 ans, on a une période de transition de la génération un peu de baby boomer, fin de période de travail, passage en période en retraite, période massive, avec encore un rôle important, avec un poids économique important, avec des marges de manœuvre justement sur le financement de la protection sociale, sur le coût de la vieillesse, sur le coût de la dépendance, et aussi en termes de transformation du modèle social français. Et un poids économique un peu moins important de la jeune génération d'actifs qui encore aujourd'hui a pas grand-chose à dire. C'est vrai qu'elle vit des mutations extrêmement importantes, la révolution numérique, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, mais néanmoins sur la transition, sur le modèle social et l'impact des seniors qui s'en vont, là, de cette génération, je trouve que leur poids est encore extrêmement important. Non, il ne faut pas oublier que le capital humain aussi est fait de santé. Il est fait de santé, d'éducation et de santé. Et que la jeune génération a beaucoup plus d'éducation, beaucoup plus de santé que la génération des baby-boomers. Et donc, c'est elle qui est en train de construire l'avenir. Même si les jeunes retraités ont encore un certain poids. Je pense qu'il faut le relativiser et voir que la société se construit maintenant avec les nouvelles générations. Hippolyte, tu veux dire un mot? Et après, on prend une série de questions-réponses. En tout cas, merci pour vos interventions qui étaient vraiment très claires. Et je pense qu'en effet, il faut approcher différemment ce même sujet parce qu'il est très complexe. Et loin de moi de vouloir en faire un sujet uniquement statistique ou uniquement économique. Mais bien sûr, simplement, je me restreins sur ce qu'on sait faire dans cette équipe. Mais on le perçoit bien sûr comme quelque chose de beaucoup plus large. Néanmoins, il y a une question qui revient très souvent, que ce soit
toi récemment, vous un petit peu, vous aussi, c'est le groupe d'âge. Quel est le bon groupe d'âge? Quelle est la bonne classe d'âge? Donc vous avez choisi les 16-74 ans, et puis si on prenait ça, etc. Donc je vais vous présenter très simplement mon point de vue. Donc, tel que je perçois le point de vue des autres, c'est qu'il faudrait identifier une génération qui peut être symboliquement importante, qui peut avoir vécu des épisodes historiques qui sont particuliers, ou bien qui peut avoir un pouvoir économique, ou qui peut avoir une situation en termes de santé qui est particulière, etc. Et donc comme ça, on va identifier un groupe. Nous, on ne travaille pas comme ça. Nous, on essaie de répondre à une question, est-ce que finalement la situation des seniors s'améliore au cours du temps, ou est-ce qu'elle était constante, et puis on s'est aperçu que récemment elle s'était améliorée, et on essaie de répondre à cette question, quel que soit le groupe d'âge que l'on va considérer. D'accord ? Donc, justement, on teste tous les cas possibles. On est agnostique de ce point de vue. On est véritablement comme des statisticiens. On essaie de faire parler nos données sans réfléchir, ou même si on pense... Non, mais sans réfléchir au contexte historique. Non, vous savez bien. Sans réfléchir au contexte historique, sans réfléchir au contexte social ou politique, même si on sait qu'il est important, d'accord ? Et donc on va avoir un résultat qui va être très fort et très robuste à la catégorie que l'on va prendre. Après, si on observe une rupture, comme on l'observe là récemment, d'accord, on avait quelque chose qui était relativement constant dans le temps et puis qui récemment change, eh bien, voilà, ça nous donne un indicateur pour repérer. Et il se trouve que la génération qu'on repère, c'est la génération qui est partie à la retraite depuis les années 2005, etc. Et qui est la génération, comme vous le disiez, et comme vous l'aviez observé à la suite de vos travaux, qui est la génération née juste après la guerre, d'accord, qu'on pourrait appeler les baby-boomers, etc. Donc, j'ai l'impression que c'est comme ça que finalement nos travaux se rejoignent, même si la perspective de départ est complètement différente. Très brièvement, simplement pour répondre et à votre question, madame, question qui s'adressait à nous tous et aux remarques à l'instant de mes deux collègues. Bon, d'abord, non, monsieur, il n'y avait pas d'arrière-pensée dans mon propos. Au contraire, moi, j'essaye, comme tout tenant d'une science sociale, de se nourrir de l'apport des autres sciences sociales, et c'est très précieux. Simplement, nous parlons d'une génération qui a eu une certaine identité historique. Donc, moi, mon rôle d'historien, c'est de dire qu'effectivement, pour toute une série de raisons, cette génération a eu une empreinte plus spécifique, probablement, même si probablement ma collègue spécialiste de ces générations considérera que ma remarque est en partie incongrue, puisque chaque génération, justement, existe parce qu'elle a une identité. Mais, je veux dire, dans ce cas précis, une génération est le fruit d'une histoire. Et cette histoire, bien évidemment, interagit ensuite avec son rôle dans la suite de son parcours en tant qu'acteur social collectif. C'est simplement ce que je voulais dire, mais ma remarque n'allait pas plus loin. En revanche, se posait une question qui est le rôle actuel de cette génération. Alors là, je suis d'accord. L'historien, il travaille sur des groupes humains dans le temps. Et donc sur leur place et leur parcours dans le temps. Donc par définition, force est de constater, qu'actuellement s'opère une relève de génération, et que c'est vrai que cette génération du baby-boom, on a dit 60 à 74 ans, selon donc les secteurs, elle est en train de quitter la scène, je veux dire, de l'activité. Là où j'émets non pas une objection ou un désaccord, mais quand même une interrogation, c'est dans le domaine d'une part intellectuelle, où si on regarde, si vous voulez, ce qu'il en est des maisons d'édition, des comités de rédaction, des grandes revues intellectuelles, des journalistes influents, je pense que cette génération a encore au moins une partie du pouvoir intellectuel. Et très sincèrement, quand je dis au moins, je manie l'euphémisme. Donc, de ce point de vue, je suis obligé, parce que là, dans ce domaine, j'ai consacré une partie de ma vie à travailler sur les intellectuels, et je peux avancer, si vous le souhaitez, des arguments. Donc là, sur ce plan-là. Et le deuxième point, c'est le point politique. Où, là, quand on regarde, c'est très étonnant. En 81, cette génération est assez présente déjà. Elle a entre 30 et 36, 37 ans, parmi les jeunes députés de gauche, de juin 81, après l'élection de François Mitterrand, un mois plus tôt. Mais quand on regarde, et c'est très intéressant, les élections de 2007, on s'aperçoit au contraire que la moyenne d'âge de l'Assemblée nationale a vieilli, puisque la moyenne d'âge en 2007, c'est 55 ans.
de l'Assemblée nationale, parce que souvent, c'est la même génération qu'en 1980. C'est pas forcément les mêmes, mais c'est la même génération. Et ce qui est intéressant aussi, regardez, c'est que le duel de 2007, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, c'était des jeunes baby-boomers, c'est-à-dire vers 54-55, c'est-à-dire le bout de la fourchette qu'on étudie, mais avec François Hollande et à nouveau Nicolas Sarkozy, c'était la même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la tentative de comeback, c'est très intéressant, aussi bien à gauche qu'à droite, avec Alain Juppé et Laurent Fabius. Pourquoi ? Parce que j'attire votre attention là-dessus. Il y a eu un double septennat de François Mitterrand et 12 ans de Jacques Chirac. Et donc il y a eu, si vous voulez, 26 ans où cette génération du baby-boom a rongé son frein, j'appelle son frein, par rapport à la présidentielle, tout simplement. Et ensuite, son tour était presque passé puisque c'était des jeunes baby-boomers. Et là aussi, ces combats que je viens de décrire, ils sont encore réels. Et donc, cette génération, sur le plan politique, elle n'a pas quitté, me semble-t-il, ou pas totalement, la scène, sauf que, bien évidemment, il y a une lutte politique entre générations au sein des différents partis politiques. Pardonnez-moi, j'ai été trop long dans ma réponse. Des questions. Bonjour messieurs, dames. François Lamy, nous sommes dans l'informatique. 10 ans, c'est la préhistoire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, et je fais partie de la préhistoire dans l'informatique. Et pourtant, c'est Internet, Voilà, j'aimerais apporter cette précision-là, c'est tout. Les dinosaures sont dans la salle. Par rapport à la position de Claudine, c'est que les baby-boomers sont maintenant des has-been, on s'en moque. Ça, c'est possible. Mais si on raisonne en tant que proie économique, c'est eux qui vont recevoir les transferts sociaux. En termes d'économie, ils sont hyper importants. Et on peut tourner ton discours. Je ne parle pas du pouvoir intellectuel, politique et tout. Je parle du point de vue économique des masses de transferts sociaux qui vont aller vers eux. Et ça, je trouve que quand même, tu minimises pas mal. Alors, par rapport à Delphine Chaufoux, j'ai pas compris quelque chose que vous avez dit. Vous avez défini une norme d'égalité. C'est entre âge et génération? Ou c'est une norme d'égalité de manière générale? Qu'est-ce qui définit qu'on est égaux? On n'est pas tous égaux. Non, mais est-ce que c'est entre âge et génération de manière plus générale, sociale et tout ça? Là, en l'occurrence, comme on travaille sur les âges et les générations, oui, c'est là-dessus. D'accord. Alors là, je vous réponds tout de suite que la réponse est forcément idéologique dans le bon sens du terme. Les gens ne seront pas d'accord. Ça dépend de la vision du monde qu'ils ont. Ça, c'est absolument absolu. D'accord. Ben, vous êtes obligé de vous dire à quelle pensée politique vous raccrochez, qui n'est pas de droite ou de gauche. Ça dépend, c'est peut-être plutôt libre agent, égalité citoyenne ou multisolidaire. Les réponses sont complètement différentes. Et donc l'idéologie est première, mais c'est pas un défaut. L'idéologie est première, et donc il faut l'afficher et dire je vais là, et je sais que je gêne d'autres personnes, mais j'y vais quand même. Donc c'est ça que je disais qu'on est obligé de réintroduire la normativité. Voilà. Et oui, c'est ça. On est obligé. Voilà. Et la normativité sera arbitraire. Il y a des gens qui seront contre vous. Bon. Alors sur le reste. Alors, moi je pense que c'est très important. Qu'est-ce qui va arriver aux baby-boomers? Ils vont arriver en retraite. Bon, alors économiquement ils s'en vont. Mais comme je le disais, ils sont quand même très très forts, les baby-boomers. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent maintenant ce qui compte c'est le risque de dépendance. Ah oui, ils en parlent tout le temps. On parle des retraites, du risque de dépendance tout le temps. Donc ils s'allient avec les pré-baby-boomers. Ils disent aussi, ce qui est très important, les politiques de la jeunesse. Ils en parlent toute la journée. Hollande et les autres. Ça, c'est les 18-32 ans maximum. Donc, ils s'allient avec les jeunes. Et la dette, il faut résoudre la dette et tout. Donc, les générations jeunes et futures. Quelle est la génération pas muette, mais interdite, comme Lacan et dit entre, ou qu'on ne cite pas? Les 30, 55 ans, les générations productives actuelles, elles ne sont pas dans ces discours des baby-boomers. Alors toi, tu dis, oui, c'est le nouvel Hobbes, c'est sexygénaire, c'est un peu pathétique. Oui, mais il n'y a pas que ça. Oui, sexygénaire, oui, Fanny Ardant, en pleine forme, sexygénaire, je suis encore là, j'ai remplacé l'amour, je sais pas comment, par la tendresse, tout ça. C'est pas ça le problème. C'est pas ce que vous dites non plus sur la politique toute simple. C'est les masses de transferts. Et ce qui se passe actuellement, il faut quand même comprendre pourquoi Chauvel est déchaîné, pourquoi des gens comme Bruno Palier sont déchaînés, pourquoi des gens, la génération qui ont 40, 45, 50 ans sont déchaînés contre les baby-boomers, parce qu'ils sentent que le sol se dérobe sous leurs pieds. On va leur dire, finance et tais-toi. Alors d'accord, ils sont meilleurs en informatique, ils sont meilleurs partout, mais il y a ce vrai problème qui se pose. Et par rapport à ça, les résultats de Hippolyte. D'Hippolyte, donc, c'est que ça va pas trop mal.
comment, entre les consommations, équité générationnelle et tout. Mais c'est dû à quoi? Comme visiblement les revenus, les baby boomers ont gagné, il y a donc un circuit des transferts entre générations. Un circuit des transferts entre générations qui fait que si les jeunes s'en sortent pas trop mal, c'est parce que les baby boomers ont donné. Donc l'idée générale, comme tu disais, circuit public ascendant, transfert privé descendant, c'est magnifique. D'ailleurs, en 30 ans, les transferts publics ascendants ont été multipliés par 2 en pourcentage du PIB, et les transmissions patrimoniales descendantes ont été aussi multipliées par 2 en pourcentage du PIB. Ce qui peut peut-être quand même poser des problèmes. Ces transferts privés, c'est quand même peut-être pas génial. Et comme tu dis, ils sont très inégalitaires. On ferait peut-être mieux d'avoir des politiques qui soient moins en faveur de la vieillesse, par exemple. Je fais du Chauvel exprès parce qu'il est pas là. Mais faire des politiques plus pour la jeunesse et les vieux en ayant moins, etc. Toi, tu dis que ça risque de poser des problèmes, effectivement, du retour en arrière. Mais disons voir, il y a des problèmes, des enjeux énormes. Et dans les résultats d'Hippolyte, pour terminer, les 25-49 ans que tu as là, tu déflattes par eux, c'est pas eux qui auraient perdu, finalement? C'est pas eux qui auraient perdu, finalement. Les gagnants sont les jeunes et les vieux, et les générations qui arrivent au stade productif. Celles qui ont perdu. Donc les générations sacrifiées par rapport à ce que dit Jean Hervé, c'est les générations interdites. Celles dont lesquelles les baby boomers ne parlent jamais. J'aimerais bien que les baby boomers parlent des 30-55 ans, que monsieur Jean-François Sirinelli fasse un énorme discours sur les 30-55 ans. Oui, en deux mots, là. En deux mots, l'avenir, la créativité, l'innovation, la recherche, tout ce qui va faire la société de demain, ce sont les générations actives, ce ne sont pas les baby-boomers. Même si les baby-boomers ont toujours un poids, je suis d'accord sur le point intellectuel et politique, mais qui va durer ce qu'il va durer. Mais le poids de la transformation sociale fantastique que nous vivons actuellement, ce sont les générations qui viennent après, ce sont les jeunes. Les jeunes et les moyens. Les transferts sociaux. Il n'y a pas que les transferts sociaux. Il y a toute la créativité, toute l'innovation dans la société. C'est tout, voilà. Je crois qu'il faut le rappeler. Merci. Donc, Posez votre question. Si vous imposez pas, ça ne marchera pas. d'accord. Donc merci. Gérard Bouvier. Je travaille actuellement au ministère de l'Intérieur sur l'immigration. Donc ça a un rapport assez lointain avec le sujet du jour. J'ai quand même essayé de raccrocher ça à mes préoccupations. Puis j'ai travaillé sur l'enquête handicap santé sur la dépendance il y a quelques temps. Donc c'est plus mes préoccupations. Donc premier constat pour amener ma question, c'est quand j'ai vu la courbe de consommation d'Hippolyte, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc l'enquête budget des familles, bien sûr, l'enquête handicap santé, on prend en compte les gens de plus de 90 ans et ça raconte une toute autre histoire, bien sûr. Donc simplement 2 chiffres pour situer. L'âge moyen d'institutionnalisation, c'est à peu près 85 ans. Les gens rentrent en moyenne à 85 ans dans les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et en fait, entre 90 et 95 ans, la majorité des Français sont encore à leur domicile. Donc on est vraiment, si on veut comprendre un petit peu ce qui se passe, je pense qu'il faut aussi considérer 4 générations peut-être. On a parlé des jeunes qu'on essaie d'éduquer, des gens qui produisent, qui sont actifs. Il y a les 60-74 ans qui nous préoccupent beaucoup, et puis au-delà. Et donc c'est ce que Madame Assia-Zonfu a un petit peu précisé, c'est qu'il y a des transferts qui sont peut-être pas complètement monétarisés en termes d'aide de la part de cette génération de baby-boomers qui doit quand même prendre en compte ces gens qui ont survécu malgré toutes les évidences qui étaient en 45, qu'on meurt à 60 ans, maintenant on meurt à 100 ans, donc c'était pas prévu, c'est dommage. Donc c'est un point qui me semble important sur le plan macroéconomique, c'est que on a un arbitrage sur 4 termes et non plus 3, et 2, en fait cet arbitrage se passe d'une façon semi-non monétaire, c'est-à-dire que l'aide familiale, elle est en général, on a parlé des 164 milliards que vous avez cités, quelle est la part qu'on impute, comme on impute les loyers, sous une forme de temps passé, et quelle est la part qui est réellement monétarisée via des aides professionnelles. Et je termine simplement pour poser un peu les termes du débat, c'est finalement on a deux corps de
personnes qui résident en France, c'est les 60-74 ans qui vont fournir cette aide d'une façon peut-être non monétarisée. Et puis, on a une alternative, et c'est là que ça m'intéresse, c'est, moi je travaille sur l'immigration, il y a toute une masse de personnes qui sont prêtes à travailler pour pas cher et pour faire le Caire. Comment, d'un point de vue macroéconomique et sociétal, va-t-on gérer dans les 10, 15, 20 ans à venir cette répartition des tâches entre baby boomers qui s'occupent de leurs seniors et des personnes qui seraient peut-être prêtes à faire le travail. Voilà, donc c'était juste une suggestion de piste de questions. Merci. Non, d'accord. Il n'y a pas forcément de réponse à la question. Donc sur la deuxième question sur l'immigration, etc., bon, il se trouve que tu le sais, hein, j'ai travaillé aussi beaucoup là-dessus. Je pense qu'en effet, il y a des sources d'externalité qui sont très grandes et justement une des sources positives de la croissance sur la croissance économique, de l'immigration sur la croissance économique provient de services à la personne, services informels, etc. Et ce rôle est d'ailleurs joué plutôt par les femmes migrantes. Et donc c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé et que tu connais. Donc, voilà. Donc pour revenir peut-être plus sur le début de ta question, hein, et sur le propos là, du séminaire, en effet, il y a un vrai enjeu de société et il y a une vraie question sur, disons, les très âgés. Tu as vu que j'ai arrêté à 75 ans, donc prenons peut-être, voire même les 90 et plus. Et en effet, hein, d'une certaine manière, la façon dont cette société va traiter ces personnes-là est très importante d'un point de vue social, politique, historique, etc. Bon. Pour l'instant, tout à fait, hein, on arrête nos courbes à 90 ans, c'est pas parce qu'il y a plus de gens, mais c'est parce qu'il y a une difficulté statistique qui est très particulière, hein, que tu as évoquée, pour les plus de 90 ans. Donc, oui, clairement, je ne le mets pas. C'est pas parce que je pense que c'est pas important que je le mets pas. J'en suis persuadé que c'est très important. Néanmoins, voilà, j'ai présenté honnêtement ce qu'on avait fait avec les données qui sont disponibles.